Donc la méthode alpha semence, c'est une méthode qui n'est pas récente, c'est une méthode ancienne qui permet d'épandre des couverts végétaux ou parfois des fourragères avant la moisson. On a inventé le système de semer avant moisson en pratiquant quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a fait coller des graines entre elles. Là en l'occurrence 3 graines, de la veste velue, du radis fourragé et de la facélie. On a collé d'abord entre elles, puis enrobé. Le tout étant comme objectif de semer avant moisson avec des grains qui ressemblent à des grains entre l'urée et l'ammonitrate. Ça permet d'épandre avant moisson avec un distributeur engrais comme vous pouvez le voir ici, où on épand environ 25 kg par hectare. Pourquoi on épand avant moisson? C'est simplement pour profiter des dernières fraîcheurs qui se présentent juste avant la moisson. Ici, elle aura lieu d'ici une dizaine de jours. Et aussi pour profiter du matelas de paille qui va être présent juste après la moisson. Donc on invite les agriculteurs qui utilisent cette méthode à laisser la paille pour pouvoir fabriquer un mulch qui permet aux graines d'être protégées des rayons du soleil et de la chaleur et de protéger aussi et surtout d'amener de la fraîcheur dès que la pluie va arriver. Les résultats sont plutôt très favorables depuis quelques années en année sèche comme en année humide pour laquelle on observe des améliorations de rendement, de biomasse, de couverts végétaux en semant avant moisson ou après moisson. Donc en général, des essais qui ont été menés notamment par Agrotransfert ont montré qu'on a environ 50% de biomasse en plus à semer avant moisson du blé que à semer après la moisson, même en semant assez rapidement après la moisson. Nous sommes donc maintenant le 9 décembre sur la parcelle de Wallon-Capelle qui a été semée là, tout début juillet. On a donc une couverture qui est bien homogène et bien dense. L'agriculteur, on va reparler de l'itinéraire cultural, juste après la moisson a laissé la paille, n'avait pas appliqué d'herbicide de printemps qui pouvait être préjudiciable et n'a pas déchaumé par la suite. Donc voici le résultat. Un couvert qui est bien dense, qui a été pesé, je vous en parlais juste après. Alors l'agriculteur sur son blé avait fait 122 quintaux secs avec 200 unités d'azote. Ce qui explique que l'on ait des couverts qui sont aussi bien développés, je pense notamment au radis fourragé, qui sont présents ici. Au global, sur le tonnage qui a été fait ici, on doit considérer les couverts comme une culture. C'est-à-dire qu'il faut raisonner un couvert végétal pour être rentable en termes de biomasse, première chose. Il faut qu'un couvert, pour qu'il soit utile, il faut qu'il fasse de la biomasse. Biomasse, c'est-à-dire du rendement par hectare. Ça a été fait là récemment, la semaine dernière, et on a estimé sur quelques placettes d'1 mètre carré que le rendement par hectare, il est de 3,7 tonnes de matière sèche. Alors qu'est-ce que c'est 3,7 tonnes de matière sèche, hormis visuellement ce que vous voyez ici? C'est environ 130 unités d'azote qui ont été récupérées par les plantes. Le radis fourragé qui est présent ici. Donc une crucifère qui profite bien de l'azote qui est présent. Ensuite, une deuxième espèce qu'il avait, j'arrive pas à tirer un petit complet, mais voici la veste velue, qui elle n'a pas eu besoin de l'azote qui était présent dans un sol, puisque c'est une légumineuse qui a profité de l'azote qui était dans l'air. Et enfin de la facélie, donc voilà. Je présente ici environ à 10% sur la parcelle. Le tout faisant 3,7 tonnes de matière sèche. 130 unités d'azote présent. Et des 130 unités d'azote présents, il y a déjà pour l'an prochain 40 unités d'azote disponibles. Pour la culture qui suit, pommes de terre, betteraves ou autres, 40 unités qui sont redistribuées. C'est également 25 unités de phosphore qui vont être redistribuées pour la culture qui suit, donc durant l'année prochaine. Et enfin, ce qui est encore plus important, la potasse. Il y a 170 unités de potasse qui vont être rendues disponibles l'année prochaine. Donc des économies d'engrais qui vont être importantes. Qu'est-ce qu'on cherche dans un couvert en la biomasse? C'est une bonne répartition. Et cette répartition elle est également bonne ici. On a pu épandre jusque 36 mètres de large. Donc c'est important d'avoir des zones qui ne sont pas vides et des zones pleines. La répartition est régulière. Pourquoi on veut de la répartition régulière? Pour éviter le salissement des parcelles. Ça c'est important, et la parcelle ici nous montre que ça s'est bien comporté. On cherche également dans un couvert d'avoir
des couverts qui soient très tardifs. Quand je m'explique en disant très tardif, je veux des couverts qui restent assez jeunes en termes de cycle, des couverts qui ne sont pas fleuris ou très peu fleuris. On voit quelques pieds de facélie par-ci par-là fleuris, mais globalement le couvert reste vert, reste jeune. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'azote qui va être disponible rapidement pour l'année suivante. Pourquoi on veut de l'azote rapidement disponible l'année suivante? Premièrement, pour nourrir les plantes l'année suivante, et deuxièmement, pour aider la paille qui est présente en dessous à se décomposer. On sait que la paille, elle est très avancée en cycle forcément, son C sur N il est très élevé, son rapport carbone sur azote, il est autour de 80, alors qu'un couvert comme celui-là, son rapport carbone sur azote il est autour de 15-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir une paille très carbonée et d'avoir un couvercle très riche en azote, la combinaison des deux permet à la paille qui est présente en grosse quantité également de se décomposer facilement et convenablement. Donc je répète, 3 critères: de la biomasse, de la bonne répartition et enfin des couvercles qui restent jeunes malgré la saison qui est déjà assez avancée. Alors les bénéfices du couvert, hormis le fait qu'on ait un couvert qui soit très nourrissant pour la culture qui suit, c'est une bonne couverture de sol pour éviter le salissement, pour éviter d'avoir des entrées d'eau qui soient limitantes. On cherche aussi d'avoir une belle homogénéité pour la structure de sol. C'est un truc très important. Les couverts qui sont présents ici vont permettre d'avoir de l'eau qui vont bien mieux s'infiltrer qu'un un sol qui est nu. Sur un sol couvert, l'infiltration elle est d'environ 20 mm par heure. Sur un sol nu, elle est d'environ 5 mm par heure. Donc là, toute l'eau qui tombe va être mieux percolée et va faire profiter l'agriculteur l'année prochaine. Dernier effet qu'on peut observer parmi tant d'autres, c'est des couverts avant moisson qui sont beaucoup plus intéressants pour la faune sauvage. On observe des couverts qui sont très attracteurs de la faune sauvage. Je pense notamment aux granivores, des cailles, des blés, des faisans, des perdreaux, etc. qui vont venir dans ces parcelles-là parce qu'il y a de la place, il y a de l'espace, il y a encore à manger et c'est un couvert qui les intéresse. On le voit régulièrement. Donc pour conclure, cette parcelle est totalement réussie. Le semis de couvert avant moisson dans une année qui est vraiment particulièrement difficile. Il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'il n'y a plus entre le semis et la fin août, il n'y a plus qu'une quinzaine de millimètres autour du 20 juillet cette année. Preuve que le couvert n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir pousser. Ce n'est pas un élément très limitant. Ce couvert très intéressant pour pouvoir nourrir le sol, nourrir le gibier encore une fois, et surtout permettre à l'agriculteur de gagner du temps juste avant la moisson, alors qu'après la moisson, les couverts après moisson prennent un peu plus de temps. On est donc satisfait de ce mélange.